Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 2 octobre. Journal un peu spécial en raison d'un mouvement de grève d'une partie des équipes de Val-de-Loire TV. Alors tout de suite, un tour de l'actualité en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Mais d'abord, un point sur la météo de demain. Le ciel restera largement gris tout au long de la journée dans nos deux départements avec des températures stationnaires. La minimale sera de 10 degrés et la maximale de 18 degrés. Au sommaire, manifestation aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. À Tours comme ailleurs en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, la mobilisation a été beaucoup moins suivie que le 18 octobre dernier. Des vendanges satisfaisantes pour les vignerons. Cette année, le raisin de qualité devrait donner un bon cru en 2025. Exemple dans le Vouvrion et le Bourgueillois. Les chantiers bénévoles pour les sternes ont débuté avec la Ligue pour la protection des oiseaux. Le but, dévégétaliser les bancs de sable avant l'hiver pour que les sternes puissent y nicher au printemps. Enfin, nous vous emmènerons sur les traces de Jacques de Menou, homme d'État au XVIIIe et XIXe siècle, dont les descendants vivent encore à Bousset, son village natal. Mobilisation un peu partout en France à l'appel de l'intersyndicale ce matin. Les manifestants et grévistes protestent contre la politique du gouvernement actuel dans la continuité du mouvement Bloquons tout. À Tours, aujourd'hui, environ 2000 manifestants ont défilé dans les rues selon la police, 4000 selon les syndicats. Alors c'est largement moins que le 18 septembre dernier. Alors le mouvement est-il en train de s'essouffler? Arnaud Potier a pris la température sur place. C'est devenu une habitude. 2 semaines plus tard, un nouveau cortège s'était lancé à 10h de la place de la Liberté à l'appel de l'intersyndicale. Dans les rangs, on retrouve des agents du public, mais aussi du privé. Le plus important reste néanmoins les revendications qui sont multiples. Sur les fameuses économies qu'il faudrait réaliser pour le gouvernement, alors qu'actuellement, bien évidemment, si nous sommes dans cette situation, ils en sont quand même les premiers responsables. J'ai envie que les choses changent, que l'État arrête de taper sur les plus petits, parce qu'il y en a marre. Quand il y avait l'ISF, on n'avait pas de trou dans les caisses, ils n'ont qu'à remettre en place l'ISF. Je ne suis pas d'accord pour la durée de la retraite. Il faudrait ramener ça comme avant, parce qu'il n'est pas normal de faire travailler les personnes âgées. Pourtant, ce mouvement du 2 octobre a vu ses effectifs réduits de moitié par rapport à la manifestation du 18 septembre. Il faut rappeler que chaque jour de grève n'est pas payé et cela se ressent à la fin du mois pour les manifestants présents. Ça tape complètement dans le portefeuille et ça, le gouvernement le sait. C'est là-dessus qu'ils vont jouer, mais il est important de se mobiliser. C'est une des seules dernières choses qu'on peut mettre en place pour se faire entendre. Donc là, il faut vraiment venir dans les rues. Plus il y a de gens, plus il y a de pression, quoi. Mais non, j'ai pas un espoir énorme. Je trouve que la mobilisation n'est pas très forte. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a moins de monde, donc c'est un petit peu décevant. Les manifestants ont défilé avenue de Gramont, puis rue Nationale. Être aujourd'hui dans la rue a encore du sens pour les syndicats. Pour eux, il faut continuer à maintenir la pression pour obtenir des concessions encore trop peu nombreuses aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y a un trou au niveau de la dette et puis à côté de ça, faire diminuer les recettes de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a 211 milliards d'euros qui sont en déduction fiscale pour les entreprises, mais pas que. On voit bien que c'est pas non plus un problème générationnel, c'est un problème de répartition des richesses qu'il y a actuellement. Sur le tracé, un groupe du mouvement Bloquons tout s'est joint à la manifestation. Une situation tendue puisque les deux groupes n'arrivaient pas à s'accorder. Le cortège s'est ensuite dissous place Jean Jaurès aux alentours de 13h. Et au moment d'enregistrer ce journal, nous savons qu'un nouveau regroupement devrait avoir lieu place Jean Jaurès à 18h ce soir, cette fois-ci en soutien à la flottille pour Gaza, convoi humanitaire intercepté par la marine israélienne. Ce matin, un homme retrouvé dans sa voiture, grièvement blessé à la gorge après un accident de la route à Saint-Avertin. La victime, dont le pronostic vital est engagé, aurait été blessée à l'arme blanche après la collision. Le second véhicule était vide à l'arrivée des policiers. Les suspicions convergent vers ses occupants. Aurélie Renaud.
En fin de journée, la victime, un homme de 47 ans, restait dans le coma. Marié et père de 2 enfants de 12 et 18 ans, il avait quitté son domicile ce matin vers 6h30 pour se rendre à son travail à Sainte-Maure-de-Touraine. Les rues Duchesne et de l'Ormeau ont été bouclées une partie de la journée. La police judiciaire et la police scientifique d'Orléans ont procédé à plusieurs relevés dans ce quartier résidentiel, notamment autour de l'utilitaire blanc impliqué dans l'accident. Il s'agit d'un véhicule volé la nuit dernière. Les airbags de l'utilitaire se sont déclenchés et des traces d'ADN ont été relevées. Elles pourraient permettre d'identifier les suspects si ceux-ci sont déjà connus des fichiers. Enfin, selon une source proche de l'enquête, plusieurs armes blanches ont également été retrouvées dans l'utilitaire. La suspension de 2 policiers municipaux par la ville de Tours, dénoncée par certains syndicats. Nous vous en parlions hier, les 2 hommes, dont l'un est chef de service, sont poursuivis pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique, suite à la plainte d'un jeune homme qui dénonce des coups reçus lors d'un contrôle de police le 16 mai dernier, rue de Bordeaux à Tours. En attendant leur passage devant le tribunal correctionnel prévu en décembre prochain, la ville de Tours a suspendu les 2 policiers à titre conservatoire, une mesure que conteste le syndicat national de la sécurité publique, estimant qu'elle bafoue le principe de présomption d'innocence. Le cru 2025 serait-il un bon millésime? Les vignerons d'Indre-et-Loire en sont convaincus alors que les vendanges sont pratiquement terminées. Une fin qui intervient exceptionnellement tôt dans la saison, mais qui n'empêche pas le bilan d'être positif. La qualité du raisin vient compenser la quantité légèrement en baisse selon les exploitations, liées notamment à la météo. Reportage du côté des appellations Bourgueil et Vouvray avec Romain Delville. Des grappes saines, mais peu abondantes. La faute est une météo parfois capricieuse, jusque pendant les vendanges. Sur les parcelles de Vincent Gaudreau, vigneron sur l'appellation Vouvray, le rendement habituel est de 52 hectolitres par hectare. Il se limite cette année à 40 hectolitres. Selon ce viticulteur de Chancé, la sécheresse, peu après la floraison, a empêché le développement du raisin, d'où un rendement plus faible. Le temps chaud du mois d'août a en revanche contribué à faire monter le degré d'alcool, ce qui n'est pas forcément recherché pour vinifier du pétillant. Pour faire des vins de base, jusqu'à 12,5 en alcool, c'est parfait. Là, on va être à 13, 13,5. Donc après, moi je fais beaucoup de vins tranquilles. Donc on peut pousser les fermentations à 13, 13,5 pour faire des secs. Et après, on peut faire des demi-secs. Sur l'appellation Bourgueil, Philippe Boucard n'y va pas par 4 chemins. 2025 est une année de rêve. Pour ces vins rouges, la météo a été très favorable à la vigne et le viticulteur s'attend à des vins fruités et ronds. Comme tout s'est bien passé dans la vigne, en général tout se passe bien aussi dans le chai. Parce que les raisins étaient très sains, pas du tout de pourriture, vraiment magnifique. Vraiment, c'est un vrai plaisir de vinifier ce type de raisin. Et derrière, la vinification, ça se déroule tout seul. Là, on arrive aux périodes, nous dans les rouges, ce qu'on appelle la période de macération. Le vin est fini. Mais on laisse encore en contact le jus et les coques qui sont dans la cuve. On a encore des échanges entre les deux, ce qui permet on arrive progressivement à des tanins qui ont beaucoup plus de fondu, de rondeur, de finesse. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Le cru 2025 devrait donc être excellent pour les rouges du Val-de-Loire. Pour les vins blancs, le bilan reste positif avec un espoir que l'année 2026 soit encore plus généreuse. Avec l'automne vient déjà le moment de préparer le terrain pour l'arrivée des sternes au printemps prochain. Cette espèce d'oiseau niche à même le sable sur les bancs nus de la Loire. Alors pour préserver leur présence, il faut entretenir ces bancs de sable. La Ligue pour la protection des oiseaux fait régulièrement appel à des bénévoles lors de chantiers participatifs car il y a du travail. Regardez. Donc ici, on est là aujourd'hui pour dévégétaliser un îlot. Donc on va essayer de retirer un maximum de végétation sur l'îlot qui a juste en face ici, parce qu'on peut encore le travailler à la main. Petit briefing pour la vingtaine de bénévoles qui a répondu présent ce matin malgré la pluie. Direction cet îlot de sable sur la Loire, le seul en plein cœur de Tours où nichent chaque année des sternes. Juste le temps de traverser ce petit bras du fleuve, d'attraper pelles et pioches et tout le monde se met au travail. Il faut arracher l'herbe et les arbustes jusqu'à la racine. Yes! C'est physique. Bon, en même temps, je ne suis pas toute jeune, mais c'est assez physique, parce que c'est bien ancré dans le sable. L'herbe, c'est pas facile.
Les petits arbustes, si on creuse bien, ça s'arrache, ça va. J'ai loupé le sport ce matin, donc du coup, c'est pas grave, je compense. À première vue, l'ampleur de la tâche est colossale, mais le chantier avance vite. Tous les ans, la Ligue pour la protection des oiseaux en organise plusieurs à l'automne, après le départ des sternes et avant la montée des eaux en hiver. Des interventions humaines indispensables pour cette catégorie d'oiseaux qui nichent le printemps et l'été sur les îlots de la Loire, à même le sable. Ici, on est sur un îlot où la végétation elle reste assez basse, c'est de la végétation herbacée. Le problème, c'est qu'elle est quand même assez dense et toutes les zones de sable qu'il y avait avant, en fait, ont tendance à se refermer et à force, elles n'auront plus du tout de zones dans lesquelles s'installer. Nous, on intervient pour justement élargir ces zones et leur offrir des sites de nidification favorables. Des chantiers qui permettent aussi de sensibiliser les bénévoles à la cause des sternes pierre-garin et des sternes naines. Cet îlot étant très proche de la ville, elles sont régulièrement dérangées par la fréquentation humaine. Heureusement, cet été, les colonies sont restées jusqu'au bout. Ce week-end, Emmaüs vous invite à la grande collecte d'automne sur son site d'Èvres-sur-Indre. C'est un rendez-vous annuel pour la communauté qui en profite pour proposer à la vente de nouveaux objets, souvent en meilleur état ou plus rares. Les compagnons y travaillent depuis plusieurs mois. Écoutez l'un des responsables d'Emmaüs Touraine. On met notre communauté sur les 31, on va rénover tous nos rayons pour qu'on puisse sortir des objets qui sont gardés, soignés depuis 6 mois et qui sont dans nos stocks. C'est des objets qui sortent un peu du quotidien. Parfois, ça va être plus en meilleur état ou qui sont de meilleure qualité. Et surtout nos rayons, que ce soit des meubles, de la vaisselle, des vélos, etc. On a aussi deux jours de travail acharné, le jeudi et le vendredi, qui précèdent les 2 jours de la grande vente, le week-end de la grande vente, où là, ça va se passer le plus grand du travail et on va mettre en place et on va nettoyer nos rayons et voilà. Nouveau chapitre de notre série La place du village que nous avions débuté cet été. Alors cette semaine, direction Bousset, car peut-être connaissez-vous Jacques de Menou, enfant de la commune au XVIIIe et XIXe siècle. Il est ensuite devenu un homme d'État de premier plan. Aujourd'hui, dans le village, ses descendants font vivre la mémoire de ce militaire proche de Napoléon. Lucas Chopin vous emmène sur ses traces. Nul ne peut traverser le village de Bousset sans être impressionné par son château. Un château millénaire toujours détenu par la même famille, une famille qui compte parmi les siens un certain Jacques-François de Menou de Bousset, né ici en 1750. C'est le frère aîné qui a hérité du château, mais lui, il a fait une carrière militaire. Donc on peut dire beaucoup de choses effectivement sur ce personnage qui a traversé l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Allons-y. Jacques de Menou, militaire de carrière, a traversé les époques et marqué cette commune. Après la Révolution française, il est tour à tour représentant de la noblesse aux États généraux, président de l'Assemblée constituante, gouverneur militaire de Paris ou encore commandant de l'armée d'intérieur. Il obtiendra le rattachement du Vaucluse à la France et commandera même une garnison lors de la guerre de Vendée. Enfin, il devient proche d'un certain Napoléon Bonaparte. Napoléon lance la campagne d'Égypte et l'emmène avec lui. Et après l'assassinat de Kléber, donc c'est lui, comme le général le plus ancien sur zone, qui est appelé à prendre le commandement de l'armée d'Égypte. Ce qu'il fait, mais dans une période difficile, les Anglais débarquent en 1801, ça se passe mal et finalement, c'est lui qui signera la capitulation de la France. Aujourd'hui, au château de Bousset demeurent quelques souvenirs de Jacques de Menou, comme ce portrait officiel. Il est noté un député du département d'Indre-et-Loire, président de l'Assemblée nationale, avec le texte suivant « Pour voir la liberté dans la France établie, ce loyal chevalier n'épargne aucun moyen. Intact, incorruptible, ardent pour sa patrie, le seul titre à ses yeux est d'être citoyen. » Jacques-François de Menou mourra en 1810 en tant que gouverneur de Venise. Si l'on ne sait pas où il repose aujourd'hui, sa mémoire, elle, est perpétrée par sa famille. C'est un personnage qui nous intéresse
c'est quelqu'un qui, à mon sens, était très proche des gens. Et tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui montre que dans ses décisions, il a toujours eu pour souci d'aider les populations, qu'elles vivent mieux, etc. Donc c'était important pour moi, voilà. Nul doute qu'à Boussay, on parlera encore longtemps de l'enfant du pays, devenu homme d'État. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à demain.